La femme de ménage s'était trompée sur le PDG milliardaire, le prenant pour un simple client. Mais le secret de sa famille a tout changé. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas un conte de fées. Il s'agit de ce qui se passe quand une femme de chambre traite un milliardaire comme une personne ordinaire et découvre qu'il cherchait quelqu'un capable de voir sa véritable essence et non sa fortune. La roue gauche du chariot de nettoyage avait sa propre personnalité. Et ce mardi de mars, elle a décidé qu'elle ne voulait plus coopérer. Emma Sullivan poussait le chariot dans le couloir du 10e étage de l'hôtel Sterling Grand lorsqu'elle a senti la roue se bloquer. Toujours au pire moment possible, elle s'est accroupie, marmonnant des mots que sa grand-mère du Minnesota n'aurait certainement pas approuvés. « Allez, espèce de tête de mule !» murmura-t-elle en tirant fort sur la roue. « Je dois juste finir cet étage et après tu pourras te bloquer autant que tu veux. » Le chariot ne répondit pas. « Évidemment, c'est un chariot. » Emma tira plus fort. La roue résista. Elle tira encore plus fort, utilisant tout le poids de son corps, et soudain la roue céda. D'un coup, Emma perdit l'équilibre et atterrit sur les fesses sur la moquette du couloir. À l'instant précis où la porte de la suite 1012 s'ouvrait, un homme apparut sur le seuil. Grand, les cheveux sombres avec quelques tempes grises, un costume impeccable, l'expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis au moins une semaine. Il regarda Emma par terre, puis le chariot, puis Emma à nouveau. « Est-ce que vous allez bien ?» Emma sentit son visage s'empourrer. De toutes les portes de ce couloir, de tous les moments possibles, il fallait que ce soit cette porte et ce moment précis, dit-elle, essayant d'avoir l'air professionnel, alors qu'elle était littéralement assise sur la moquette. C'est une procédure de maintenance préventive pour le chariot. L'homme haussa un sourcil. Procédure de maintenance? Oui, c'est un nouveau protocole. Très technique. Vous ne comprendriez pas. Elle se leva trop vite. Sa hanche heurta le chariot et 3 rouleaux de papier toilette sautèrent de l'étagère supérieure comme s'ils avaient une volonté propre. Tous 3 roulèrent dans le couloir dans des directions différentes. L'un alla vers la gauche, l'autre vers la droite. Le troisième, parce que l'univers avait manifestement un sens de l'humour, roula directement vers les chaussures coûteuses de l'homme en costume et s'arrêta là, s'appuyant contre le cuir poli. Emma se figea. L'homme regarda le rouleau de papier toilette à ses pieds, puis il regarda Emma. Son expression ne changea pas, mais quelque chose au coin de sa bouche tressaillit presque comme si... Non, impossible. Cet homme n'avait visiblement pas souri depuis l'administration précédente. Procédure de maintenance préventive, répéta-t-il sans inflexion. C'est très technique, entendit Emma sa propre voix dire, car apparemment sa bouche s'était déconnectée de son cerveau. Cela implique de vérifier la stabilité des rouleaux lors des impacts pour garantir l'intégrité du papier. Silence. L'intégrité du papier, dit-il. Vous seriez surprise de l'importance de l'intégrité du papier dans l'industrie hôtelière. Pendant une seconde, Emma aurait pu jurer avoir vu le coin de sa bouche se lever d'1 millimètre. Mais l'expression redevint normale, si vite qu'elle crut avoir imaginé. « J'ai besoin de serviettes supplémentaires », dit-il, changeant de sujet comme si la scène précédente n'avait pas eu lieu, si cela n'interfère pas avec le protocole. « Bien sûr, absolument. Je les laisserai à la porte dans 10 minutes. » Il fit un bref signe de tête, ramassa le rouleau de papier toilette à ses pieds et le lui tendit. Emma le prit, les mains tremblant légèrement. « Merci, dit-elle. Bonne chance pour la maintenance préventive. » Et il ferma la porte. Emma resta plantée dans le couloir, tenant le rouleau de papier toilette, fixant la porte fermée du 1012. Procédure de maintenance préventive. Vérification de la stabilité des rouleaux. Intégrité du papier. Elle avait envie de creuser un trou dans la moquette coûteuse et d'y vivre pour toujours. De l'autre côté de la porte, Nathan Harrington appuya son front contre le bois froid et ferma les yeux. « Ne ris pas, se dit-il. Tu ne peux pas rire. Tu as une crise à résoudre. Tu n'as pas le temps de rire. » Mais l'image de la femme de chambre assise par terre en train d'inventer l'excuse la plus absurde qu'il ait jamais entendue de sa vie lui revenait sans cesse à l'esprit. L'intégrité du papier? Le coin de sa bouche tressaillit à nouveau. Nathan avait 36 ans. Il était le PDG des hôtels Harrington, 17 propriétés réparties dans tout le pays. Il était au milieu de la plus grande crise de l'histoire de l'entreprise. Il ne dormait pas plus de 4 heures par nuit. Et il n'avait pas ri, vraiment ri, depuis combien de temps? Des semaines? Des mois? Et maintenant, à cause d'une employée maladroite avec un chariot rebelle et une capacité impressionnante à inventer des excuses, il avait presque brisé cette série. « Concentre-toi », s'ordonna-t-il. «
Tu as de vrais problèmes. » Et il en avait. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était le 10e appel de la matinée. Nathan répondit « Grace, c'est Nathan. » La voix de l'avocate était tendue. « Nous devons parler en personne. Qu'est-ce qui se passe encore ?» Une pause. Grace Chen n'était pas du genre à faire des pauses dramatiques. Le fait qu'elle hésitait signifiait que la nouvelle était particulièrement mauvaise. « Nous avons trouvé la source de la fuite », finit-elle par dire. L'information qui parvient à la presse ne vient pas de l'extérieur. Nathan sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise alimente les reporters. Quelqu'un qui a accès au dossier de ton père. Quelqu'un qui sait exactement où chercher. » Nathan ferma à nouveau les yeux. La crise financière héritée de son père était déjà assez grave. Découvrir qu'il y avait des irrégularités dans les livres comptables avait été pire. Mais savoir que quelqu'un à l'intérieur essayait activement de détruire ce qui restait de la réputation familiale. « Qui ?» demanda-t-il. « Nous ne le savons pas encore, mais nous sommes proches. » Grace hésita encore. « Nathan, cette personne connaît des secrets que même toi tu ignores. Des choses que ton père a gardées cachées pendant des années. Tu dois te préparer. » « Me préparer à quoi ? À la possibilité que ton père n'était pas celui que tu pensais. » Nathan resta silencieux. Dehors, par la fenêtre, Chicago s'étendait en une mer de bâtiments et de possibilités. Il était venu dans cet hôtel, son propre hôtel, pour résoudre la crise loin des regards du conseil d'administration, pour avoir de l'espace pour réfléchir. Mais maintenant, il semblait que les problèmes l'avaient suivi. « Je descends, » dit-il à Grace. « Retrouve-moi au bureau dans 20 minutes. » Il raccrocha. Pendant un moment, il resta immobile dans la chambre silencieuse. La suite était trop grande pour une seule personne, trop élégante pour quelqu'un qui avait à peine le temps de remarquer la décoration. Il pensa brièvement à la femme de chambre dans le couloir, à la façon dont elle avait inventé cette histoire absurde sans ciller, à la conviction inébranlable avec laquelle elle avait défendu l'intégrité du papier. C'était étrange. C'était complètement insensé. Et c'était la chose la plus drôle dont Nathan avait été témoin depuis des mois. Il secoua la tête, chassant cette pensée. Il avait des problèmes plus importants que des employés maladroits. Il avait un héritage à sauver. Il avait un traître à trouver. Il avait un père à défendre, ou du moins sa mémoire. Nathan ajusta le nœud de sa cravate dans le miroir. Comme toujours, il finit légèrement de travers. Il n'arrivait jamais à réussir ce nœud. Il prit son téléphone, son portefeuille et ses documents et ouvrit la porte. Le couloir était vide maintenant. La femme de chambre était partie, mais les 2 rouleaux de papier toilette restants étaient toujours sur le sol, appuyés contre le mur. Preuve que la scène s'était réellement produite. Nathan les regarda un instant. Puis, sans savoir exactement pourquoi il le faisait, il ramassa les 2 rouleaux, les replaça sur le chariot de nettoyage abandonné et partit résoudre les problèmes qui comptaient vraiment. 3 étages plus bas, dans le vestiaire des employés, Emma Sullivan était assise sur le banc en bois, fixant son reflet dans le miroir taché. « L'intégrité du papier », dit-elle à haute voix pour elle-même. « Tu as regardé un client dans les yeux et tu as dit « l'intégrité du papier ». Son reflet n'avait aucune réponse réconfortante à offrir. Son téléphone vibra. Un message de sa voisine. « Ton chat a encore envahi mon appartement. Cette fois, il a renversé ma fougère. Tu me dois une nouvelle fougère. » Emma soupira. Napoléon, bien sûr. Elle tapa une réponse rapide. « Désolé, Martha, j'apporterai une fougère demain. Il s'est encore échappé ?» La réponse arriva immédiatement. « Il ne s'échappe pas. Il conquiert. Ce chat pense qu'il possède tout l'immeuble. » Malgré tout, Emma sourit. Napoléon était un chat de 2 kilos, avec la personnalité d'un empereur romain. Le nom était ironique, mais de plus en plus approprié. Elle rangea son téléphone et regarda à nouveau le miroir. Le client de la chambre Ilse-12. Qui était-il? Il y avait quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de l'arrogance. Emma connaissait l'arrogance. Elle avait nettoyé assez de chambres de gens arrogants pour la reconnaître. C'était plutôt de la lassitude. Une lassitude ancienne ancrée dans les os. Et ce presque sourire. Elle ne l'avait pas imaginé. Le coin de sa bouche avait définitivement tressailli. « Arrête d'être idiote », se dit-elle. C'est juste un client qui t'a vu tomber par terre et inventer l'excuse la plus pathétique de l'histoire de l'hôtellerie. Tu ne le reverras probablement jamais. Emma se leva, ajusta son uniforme et retourna au travail. Après tout, elle avait des serviettes supplémentaires à livrer à la chambre Ilse-12.
Et cette fois, elle allait les laisser à la porte sans être vue, absolument sans être vue. 3 rencontres en 2 jours. Emma commençait à penser que l'univers se moquait d'elle. La première eut lieu dans l'ascenseur de service. Elle transportait un sac de linge de lit à la blanchisserie quand les portes s'ouvrirent au 10e étage et Nathan Harrington entra. Silence. Emma regarda le plafond, le sol, le sac de linge n'importe où sauf l'homme en costume debout à un demi-mètre d'elle. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », répondit-elle, et sa voix sortit étrangement aiguë. « Matin, bon, je veux dire bonjour, ce que j'ai déjà dit 2 fois. » Nathan ne répondit pas, mais le coin de sa bouche fit encore ce mouvement. Ce petit tressaillement qui pouvait ou non être un sourire essayant de naître. Les portes s'ouvrirent au lobby. Emma s'échappa pratiquement en courant. La deuxième rencontre eut lieu dans le couloir près du restaurant de l'hôtel le lendemain. Emma passait avec son chariot, la roue coopérant pour la première fois de la semaine, quand Nathan apparut venant de la direction opposée. Ils essayèrent de s'écarter du même côté. Emma alla à gauche. Nathan alla à gauche. Emma corrigea vers la droite. Nathan corrigea vers la droite, et ils firent cette danse maladroite pendant au moins 4 tentatives, avant qu'Emma ne s'arrête simplement. « Après vous, monsieur », dit-elle en faisant un geste de la main. « Non, allez-y. J'insiste. J'insiste aussi. » Ils restèrent là à se regarder un instant. Emma sentit ses joues chauffer. « C'est statistiquement improbable, » dit-elle, car apparemment son cerveau avait décidé que le silence n'était pas une option. 4 tentatives. La probabilité de se déplacer du même côté 4 fois consécutives est de... Elle s'arrêta calculant. 15 sur 16, 6%. Nous sommes statistiquement malchanceux. Nathan haussa un sourcil. Vous avez calculé ça tout de suite? J'aime les chiffres, dit Emma, et elle le regretta immédiatement. Je veux dire, pas de manière obsessive, de manière normale, totalement normale. Silence. 16%, répéta Nathan. C'est un chiffre rond facile à calculer. Le presque sourire réapparut. Cette fois, Emma était sûre que ce n'était pas son imagination. Allez-y, dit-il en s'écartant sur le côté. Emma passa, poussant le chariot plus fort que nécessaire. La roue émit un bruit de protestation. La 3e rencontre eut lieu au restaurant de l'hôtel à 6h45 du matin. Emma était au comptoir pour prendre un café avant son service, quand elle remarqua que Nathan était assis à une table près de la fenêtre, seul avec un ordinateur portable ouvert, fixant l'écran comme si l'ordinateur avait personnellement offensé sa mère. Elle essaya de partir sans être remarquée. Elle était presque à la porte quand... Mademoiselle Sullivan. Emma se figea, se tourna lentement. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Nathan désigna le badge sur son uniforme. Emma baissa les yeux. Bien sûr, le badge. « Est-ce que la procédure de maintenance préventive se passe bien ?» demanda-t-il. C'était une plaisanterie. Il faisait une plaisanterie. Le PDG, avec des cernes sous les yeux et un costume coûteux, faisait une plaisanterie sur sa chute dans le couloir. « Très bien, » dit Emma parce qu'elle ne trouvait rien de mieux. Aucun rouleau de papier toilette n'a été blessé depuis. Nathan hocha la tête comme s'il s'agissait d'une information capitale. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une question. Ce n'était pas non plus tout à fait un ordre. C'était quelque chose entre les deux, dit par quelqu'un qui n'avait manifestement pas l'habitude d'entendre non. Emma aurait dû refuser. Les employés ne s'asseyaient pas avec les clients. C'était contre au moins 3 règlements dont elle se souvenait. Elle s'assit. « Du café ?» proposa Nathan, désignant la cafetière sur la table. « J'en ai déjà. » Emma lui montra son gobelet isotherme. « Mais merci, silence. » Ce n'était pas inconfortable exactement. C'était plutôt dans l'attente, comme si tous deux attendèrent de voir qui parlerait le premier. Emma perdit. « Est-ce que vous habitez ici ?» demanda-t-elle, et elle le regretta immédiatement. « Désolé, c'était indiscret. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est juste que vous êtes ici depuis 2 semaines dans la même chambre, et vous commandez le service d'étage chaque soir, et les plateaux reviennent à peine touchés. Et je remarque trop de choses sur un client que je ne connais même pas, ce qui est probablement inapproprié. » « Et temporairement, » l'interrompit Nathan. Emma s'arrêta en plein milieu de sa phrase. « Quoi ? Je vis ici temporairement. Des problèmes de travail. » Oh, un autre silence. Emma prit une gorgée de son café pour avoir quelque chose à faire de ses mains. « Vous avez mentionné un chat, » dit soudainement Nathan. Emma manqua de s'étouffer. « C'est vrai. Dans l'ascenseur hier, vous étiez au téléphone. » Emma essaya de se souvenir de l'ascenseur de service. Elle avait répondu à un appel de sa voisine, se plaignant de Napoléon en attendant le 7e étage. « Vous m'avez entendu au téléphone ? L'ascenseur est petit.
Je sais, mais... Et vous parlez fort. Emma sentit son visage s'empourrer pour la 3e fois ce matin-là. Napoléon, dit-elle, parce qu'elle n'avait manifestement aucun filtre. Le chat, son nom est Napoléon. C'est ironique parce qu'il est très petit, mais il a des tendances impérialistes. Nathan ne dit rien. Il attendit simplement. Il ne reconnaît pas les frontières territoriales, continua Emma, car sa bouche avait décidé que c'était un sujet fascinant. Il a déjà envahi l'appartement de ma voisine 7 fois ce mois-ci. Il a renversé 2 fougères, un vase de fleurs et toute une collection de DVD de telenovelas mexicaines. La voisine est convaincue qu'il le fait exprès. C'est le cas? Probablement. Il a ce regard, vous savez, comme s'il planifiait sa prochaine conquête. Le presque sourire réapparut, plus marqué cette fois. Un colonisateur réincarné, dit Nathan. Emma rit avant de pouvoir s'en empêcher. Exactement ça. Ma voisine dit qu'il a besoin d'une thérapie. Je dis qu'il a besoin d'un empire à gouverner. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, mais c'était un silence différent maintenant, plus léger. Le téléphone de Nathan vibra sur la table. Il regarda l'écran et son expression changea instantanément. Toute la chaleur disparut de son visage, remplacée par quelque chose de dur et de fermé. « Je dois y aller, dit-il, déjà debout. »« Bien sûr, moi aussi. Mon service commence à... » Mais Nathan s'éloignait déjà. Téléphone pressé contre l'oreille, les épaules tendues. Emma le regarda partir. Quelque chose n'allait vraiment pas dans la vie de cet homme. Elle ne savait pas quoi, mais elle reconnaissait le poids sur le dos de quelqu'un quand il portait trop de secrets. Dans le bureau improvisé de l'étage exécutif, Grace Chen attendait avec un dossier plein de documents. « Nathan, dit-elle dès qu'il entra. Nous devons parler. Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Grace posa les papiers sur la table. Photos, relevés bancaires, rapports. Nous avons confirmé qui divulgue des informations à la presse. Nathan prit les documents. Ses yeux parcoururent les pages. « Tu es sûr ?»« Absolument. » « Et il y a plus. » Grace hésita. L'information divulguée ne concerne pas seulement les irrégularités financières. Cela concerne ton père spécifiquement, des choses personnelles, des choses que même toi tu ignorais. Nathan la regarda. Quel genre de choses? Grace ne répondit pas immédiatement. Elle avait cette expression que Nathan connaissait bien, l'expression de quelqu'un sur le point de livrer une nouvelle qui allait tout changer. Nous avons trouvé des transferts mensuels, finit-elle par dire. Depuis 30 ans, vers un compte au nom d'une femme nommée Diane dans une ville appelée Millbrook. Nathan, elle marqua une pause. Je pense que ton père avait une vie dont personne n'était au courant. Nathan resta immobile, regardant les documents sans vraiment les voir. 30 ans. Son père avait caché quelque chose pendant 30 ans. Et maintenant, alors qu'il pensait que la crise ne pouvait pas être pire, les accusations étaient sur le point d'être rendues publiques. Tout l'héritage, toute la réputation, tout ce que Nathan avait travaillé à protéger était sur le point de s'effondrer. Emma avait développé une théorie sur le client du Mills Hill 12. En fait, elle avait développé plusieurs théories. C'est ce qui arrive quand on passe trop de temps à observer quelqu'un qui ne veut manifestement pas être observé. Théorie numéro 1. C'était un espion international déguisé en cadre supérieur. Cela expliquerait les cernes, le stress constant et le fait qu'il quittait à peine sa chambre. Théorie numéro 2. Il cachait quelque chose à la mafia. Peut-être devait-il de l'argent. Peut-être était-il un témoin protégé. Cela expliquerait pourquoi il vivait dans un hôtel, plutôt que dans un appartement normal. Théorie numéro 3. Et c'était la plus probable. C'était juste un homme d'affaires très riche avec des problèmes de riches, comme les impôts ou un divorce, ou les deux. Emma penchait pour la théorie 3, quand elle réalisa qu'elle se tenait dans le couloir du 10e étage, fixant la porte du Mills Hill 12 en tenant un plateau de café que personne n'avait commandé. « Qu'est-ce que tu fais ?» se demanda-t-elle. Bonne question. Elle n'avait pas de bonne réponse. Ces derniers jours, Emma avait commencé à remarquer des choses, de petites choses. Le genre de choses qu'une employée professionnelle ne devrait certainement pas remarquer chez un client. Comme le fait qu'il portait toujours une cravate, même à 7 heures du matin, mais que le nœud était toujours légèrement de travers, comme s'il essayait de bien faire et n'y arrivait jamais. Comme le fait que la lumière de la chambre restait allumée jusqu'après minuit. Elle le savait parce qu'elle avait pris l'habitude ridicule de regarder la fenêtre du 10e étage, en quittant son service de nuit. Comme le fait que les plateaux de nourriture revenaient à peine touchés. Le chef s'en était même plaint. Le gars du Mills Hill 12 mange comme un oiseau.
Nathan Harrington était un homme entouré de gens, employés, serveurs, réceptionnistes, et pourtant complètement seul. Emma reconnaissait la solitude. Elle en avait l'expérience. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas quand la porte du Hillsville 12 s'ouvrit. « Cela fait 3 minutes que vous êtes là. » Emma manqua de lâcher le plateau. Nathan se tenait sur le seuil, sa veste jetée sur l'épaule, l'expression indéchiffrable. « Je ne... » « Non, mentit Emma très mal. Je vérifiais la propreté du couloir. » Nathan regarda le couloir. Il était impeccable. Bien sûr qu'il l'était. Emma l'avait personnellement nettoyé 2 heures plus tôt. « Avec un plateau de café ?» dit-il. « Cela fait partie du protocole de vérification. Le même protocole qui inclut la maintenance préventive du chariot. » Emma sentit son visage s'empourrer. C'est un protocole différent, plus avancé. Le coin de sa bouche tressaillit. Ce presque sourire qu'elle commençait à reconnaître. « Vous êtes une piètre menteuse, dit-il. »« Je sais, » admit Emma, car il était inutile de faire semblant. « C'est l'un de mes nombreux talents. » Nathan se tut un instant, étudiant son visage. Emma se sentait comme un échantillon de laboratoire. Qu'est-ce qu'il voyait? Une femme de chambre trop curieuse. Une employée qui ne respectait pas les limites professionnelles. Est-ce que le café était pour moi? Finit-il par demander. Emma regarda le plateau dans ses mains, comme si elle le voyait pour la première fois. Je crois que oui. En fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai apporté ça. Vous n'avez pas commandé. J'ai juste... Elle s'arrêta, frustrée par sa propre incapacité à former des phrases cohérentes. J'ai remarqué que vous ne mangiez pas correctement, et j'ai pensé que peut-être... Je ne sais pas. Le café aide. Silence. Pendant une seconde horrible, Emma crut qu'il allait lui fermer la porte au nez ou pire, la dénoncer au RH pour harcèlement. Mais il s'écarta simplement. « Entrez !» Ce n'était pas un ordre, mais ce n'était pas non plus une invitation normale. C'était quelque chose entre les deux. Une décision prise contre son propre jugement. Emma entra. La suite était impersonnelle, trop organisée. Elle avait cette odeur d'hôtel 5 étoiles, une fraîcheur manufacturée et un anonymat luxueux. Pas de photos sur l'étagère, pas d'objets personnels en vue, juste des piles de documents sur le bureau et l'ordinateur portable éternellement ouvert. Emma posa le plateau sur la table basse. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit-elle avant de pouvoir s'arrêter. Nathan haussa un sourcil. « Vous allez demander de toute façon ?»« Probablement, » admit-elle. « Est-ce que vous sortez parfois? Vous allez quelque part? Je travaille ici depuis 3 ans et je n'ai jamais vu un client aussi stationnaire. » Stationnaire, c'est un vrai mot. Cela veut dire qui ne bouge pas, comme un meuble ou une plante. Je sais ce que ça veut dire. Alors vous savez que vous ressemblez à un meuble élégant ou à une plante très chère. Le presque sourire réapparut. J'ai beaucoup de travail, dit Nathan, et il y avait quelque chose dans sa voix. De la lassitude peut-être, ou de la résignation. Un travail qui vous empêche de manger. Un travail qui coupe l'appétit? Emma hocha lentement la tête. Elle connaissait ce genre de travail. Sa grand-mère avait travaillé comme ça toute sa vie, jusqu'à ce que la maladie ne lui laisse plus le choix. Ma grand-mère disait toujours que les problèmes semblent plus petits après avoir mangé, dit-elle. Surtout s'il y a du bacon. Nathan resta silencieux pendant un long moment. Votre grand-mère semblait sage. Elle l'était, dit Emma. Elle est décédée il y a 4 ans. Elle m'a élevé seule après que mes parents. Enfin, c'est trop d'informations personnelles à partager avec un client. Désolé, je fais ça. Je parle trop. C'est un problème. J'avais remarqué. Tout le monde remarque. Encore du silence, mais il n'était pas inconfortable. Il était presque familier. Le téléphone de Nathan sonna. Il regarda l'écran et Emma vit la transformation s'opérer. L'épaule se raidissant, la mâchoire se contractant, toute la légèreté disparaissant. « Je dois prendre ça, dit-il. » Bien sûr, je m'en allais, justement. Emma se dirigea vers la porte, s'arrêta la main sur la poignée. « Monsieur Harrington. » Il la regarda, le téléphone sonnant toujours dans sa main. « Le bacon fonctionne vraiment, dit-elle. Croyez-moi. » Et elle partit avant qu'il ne puisse répondre. Dans le bureau de l'étage exécutif, Nathan répondit à l'appel, l'estomac noué. « Grace. »« Nathan, nous devons nous voir maintenant. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Les paiements à Millbrook. » Nous avons tracé le compte. « Ce n'est pas une maîtresse. C'est pire. » Nathan ferma les yeux. « Dis-moi. » La femme, Diane, elle a un fils, un homme de 28 ans. Nathan. Grace fit une pause qui sembla durer une éternité. L'ADN ne ment pas. Ton père avait une autre famille.
Tu as un demi-frère. Le monde s'arrêta. Nathan resta figé au milieu de la pièce, fixant le vide, essayant d'assimiler les mots qu'il venait d'entendre. Un demi-frère. 30 ans de mensonges. Et il n'en avait aucune idée. Nathan. La voix de Grace semblait lointaine. « Tu es là ?»« Je suis là, dit-il, mais sa propre voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. « Tu es sûr ?»« Absolument sûr. J'ai les documents, les tests, tout. » Nathan regarda par la fenêtre. Chicago s'étendait à perte de vue. Des bâtiments, des gens, des vies qui défilaient. Et quelque part dans une ville nommée Millbrook, il y avait un homme qui était son frère. Un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Un homme qui ne savait peut-être même pas qu'il existait. Son père avait gardé ce secret pendant 3 décennies. Quels autres secrets avait-il emportés dans sa tombe? Nathan raccrocha sans rien dire de plus. Sur la table basse, la tasse de café qu'Emma avait apportée refroidissait lentement. Il n'y avait même pas touché. Heure du matin. Le restaurant de l'hôtel était presque vide. Juste quelques clients matinaux et un serveur bâillant discrètement près du poste de café. Emma ne devrait pas être là. Son service ne commençait qu'à 8 heures. Mais elle s'était réveillée à 5 heures avec Napoléon marchant sur son visage, réclamant de l'attention comme le petit dictateur qu'il était. Et elle n'avait pas pu se rendormir. Alors elle était là, assise à une table dans un coin avec une tasse de café déjà refroidie 2 fois et un croissant qu'elle faisait semblant de manger. Elle ne s'attendait pas à voir Nathan. Mais quand il apparut à l'entrée du restaurant à 7h12, Emma sentit son estomac faire un bond qui n'avait rien à voir avec le café. Il la remarqua. Pendant une seconde, Emma crut qu'il allait faire demi-tour et partir. Mais alors quelque chose dans son expression changea, une décision prise, et il marcha vers elle. « Puis-je » désigna-t-il la chaise vide. « C'est un pays libre », dit Emma et elle le regretta immédiatement. « Je veux dire, oui, bien sûr, asseyez-vous. » Nathan s'assit. Il avait l'air différent aujourd'hui, plus fatigué que d'habitude si c'était possible. Les cernes étaient plus marquées, et il y avait une tension dans ses épaules qu'Emma n'avait pas vue auparavant. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Nathan haussa un sourcil. « Pourquoi demandez-vous ?»« Parce que vous avez l'air de ne pas avoir dormi depuis l'invention du café. » Silence. Puis, contre toute attente, Nathan rit. Ce n'était pas un rire franc. C'était plutôt un souffle d'air, une expiration qui formait presque un son, mais c'était la chose la plus proche d'un rire qu'Emma avait vu de lui. « Avant ça, » corrigea-t-il, « je n'ai pas dormi depuis que le café vient de grains et non de capsules. » C'était quand? En 1995. Ça semble plus loin, je comprends. Mon chat me réveille à 5 heures du matin chaque jour. Insomnie solidaire. Le coin de sa bouche se leva, ce presque sourire. Vous êtes étrange, dit-il, mais cela ne sonnait pas comme une insulte. Je sais, acquiesça Emma. C'est un autre de mes talents, avec le fait de mal mentir et de trop parler. Le serveur apparut avec une cafetière. Nathan commanda une tasse. Emma commanda un remplissage, même si elle en était déjà à son 3e. Quand le serveur s'éloigna, un silence s'installa entre eux. Mais il était différent des silences précédents, plus lourd, plus chargé. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit soudainement Nathan. Emma manqua de s'étouffer avec son café. Il lui demandait s'il pouvait demander. Nathan Harrington, l'homme qui donnait des ordres comme il respirait, demandait la permission. « Bien sûr. Pourquoi travaillez-vous ici ?» Emma cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Vous êtes intelligente, observatrice. Vous parlez 5 langues d'après ce que j'ai entendu à la réception la semaine dernière. Pourquoi l'entretien ?» Emma sentit son visage s'empourrer. Il l'avait entendu parler à la réception. Il prêtait attention. « Ce n'est pas 5, corrigea-t-elle. C'est 4. Et l'espagnol juste assez pour commander à manger. La question reste posée. » Emma regarda la tasse de café dans ses mains. Comment expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas totalement soi-même? « Ma grand-mère est tombée malade, finit-elle par dire. Quand j'avais 22 ans, j'étais à l'université pour étudier la gestion hôtelière. J'avais des projets. J'allais ouvrir une auberge à la campagne. Vous savez, un petit endroit chaleureux avec des petits déjeuners faits maison et des chats dans le jardin. Elle marqua une pause. Nathan ne dit rien. Il attendit simplement. Mais ma grand-mère est tombée malade. Et les projets sur 5 ans sont devenus des projets sur 1 an. Puis sur 1 mois. Puis elle est partie. Et j'avais 26 ans. Pas de diplôme, pas d'argent. Et un chat avec des tendances impérialistes à entretenir. Alors vous êtes venu travailler ici.
C'était temporaire, dit Emma, et elle rit sans humour. C'était il y a 3 ans. Mon plan sur 5 ans a maintenant 8 ans de retard. Le silence qui suivit fut différent, plus doux. Nathan la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Pas comme une employée amusante qui était tombée dans le couloir, mais comme une personne avec une histoire, avec des pertes, avec des rêves reportés. « Et l'auberge » demanda-t-il. « Elle est toujours là. » Emma désigna sa propre tête. Complètement planifiée. Même le menu du petit déjeuner. Pancakes aux myrtilles le lundi. œufs bénédicts le mercredi, gaufres au bacon le dimanche. Pourquoi du bacon le dimanche? Parce que le dimanche est le jour du bacon. Tout le monde sait ça. Le presque sourire réapparut, plus prononcé maintenant. « Et vous » demanda Emma avant de perdre courage. « Pourquoi vivez-vous dans un hôtel? Je veux dire, je sais que ce sont des problèmes de travail, mais... » Elle laissa sa phrase en suspens. Nathan resta silencieux un long moment. Emma vit le conflit sur son visage, le désir de parler luttant contre l'habitude de se refermer. « Mon père est décédé il y a 6 mois, finit-il par dire. Emma ne s'attendait pas à ça. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. » Sa voix était dure, mais ce n'était pas une dureté contre elle. C'était une dureté contre quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Il a laissé un désordre. L'entreprise, les finances, Il s'arrêta. Il a laissé beaucoup de problèmes, et je suis ici pour essayer de les nettoyer, seul. Seul? Et votre famille? Votre mère? Quelque chose dans l'expression de Nathan se ferma. Ma mère a ses propres préoccupations. Emma reconnut le ton. C'était le même ton qu'elle utilisait quand on l'interrogeait sur ses parents. Le ton qui signifie « ce sujet est clos ». Elle n'insista pas. « Vous savez ce que ma grand-mère dirait ?» proposa Emma après un moment. « Du bacon ?» Emma rit, véritablement surprise. Ça aussi. Mais elle dirait que les problèmes partagés pèsent moins. Que parfois on a juste besoin de quelqu'un qui écoute, sans juger, sans essayer de tout arranger. Juste écouter. Nathan la regarda pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la gratitude peut-être, ou quelque chose d'autre qu'Emma ne pouvait pas nommer. « Vous êtes très étrange, dit-il à nouveau. Vous l'avez déjà dit. Ça valait la peine de le répéter. » Emma sourit. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Nathan Harrington, il lui rendit son sourire. Ce n'était pas un sourire complet. C'était plutôt l'ombre d'un sourire, une promesse de sourire. Mais c'était réel. Le téléphone de Nathan vibra sur la table. Il regarda l'écran et Emma vit le sang quitter son visage. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Nathan ne répondit pas. Il lisait quelque chose sur l'écran, ses yeux bougeant rapidement. « Nathan !» Il leva les yeux. La vulnérabilité qu'Emma avait vue quelques secondes auparavant avait complètement disparu, remplacée par quelque chose de froid et de contrôlé. « Je dois y aller, » dit-il, déjà debout. « Attendez, quoi ?» Mais il partait déjà, téléphone serré dans sa main, le pas rapide. Emma le regarda partir, confuse et inquiète. Que s'était-il passé? La réponse arriva 10 minutes plus tard, quand le manager alluma la télévision du restaurant sur la chaîne d'information. Scandale financier. La famille Harrington accusée d'une fraude d'1 milliard de dollars. L'héritier sous enquête. Sur l'écran, une photo de Nathan apparut à côté de titres qu'Emma pouvait à peine assimiler. Harrington, le client du Pils 12. L'homme avec qui elle venait de prendre un café. L'homme qui lui avait presque souri. Il était un Harrington. Il était le propriétaire de l'hôtel où elle travaillait et elle n'en avait aucune idée. Emma avait vu le scandale à la télévision. Elle avait vu le nom de Harrington dans les titres. Elle avait fait le lien avec la crise financière, mais elle n'avait pas réalisé que le client du Pils 12 était le Nathan Harrington. Le propriétaire, le PDG. Elle le découvrit grâce à une enveloppe. C'était le lendemain du petit déjeuner. Emma nettoyait le 10e étage, évitant le Pils 12 autant que possible, quand elle la vit. Une enveloppe blanche sur le sol du couloir près de la porte du Pils 12. Elle était probablement tombée quand quelqu'un avait apporté le courrier. Emma se pencha pour la ramasser et lut le nom. Nathan Harrington, PDG, Harrington Hotels. Harrington comme l'hôtel, comme les titres. Emma resta figée dans le couloir, tenant l'enveloppe, son cerveau essayant de traiter ce que ses yeux voyaient. Le client du Pils 12 n'était pas n'importe quel client. C'était le propriétaire. C'était le Nathan Harrington. Et elle avait passé des semaines à trop parler, à lui raconter l'histoire de son chat impérialiste, de ses projets d'auberge, du bacon le dimanche. Elle avait apporté du café sans qu'on lui demande. Elle l'avait traité de meuble élégant. Elle avait dit qu'il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis l'invention du café.
Emma sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'elle devrait juste remettre l'enveloppe par terre et prétendre ne l'avoir jamais vue. Mais ses doigts saisissaient déjà son téléphone. Ouvraient déjà le navigateur, tapaient déjà le nom, Nathan Harrington. Les résultats apparurent instantanément. Des photos de Nathan lors d'événements de gala dans un costume impeccable. Nathan recevant des prix d'affaires. Nathan en couverture de magazines de finance. Nathan à côté d'une femme blonde d'une beauté époustouflante. Nathan Harrington et Victoria Chase, le couple d'or de Chicago. Emma cliqua sur la photo. La légende disait Nathan Harrington avec sa fiancée d'alors, Victoria Chase, lors d'un gala de charité. Ex-fiancée apparemment. Mais quand même, Emma continua de regarder. Plus de photos de Victoria Chase. Victoria sur des podiums, Victoria dans des campagnes de marques de luxe. Victoria avec 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. 6 millions. Emma en avait 83. Et elle ne savait même pas qui étaient 30 d'entre eux. Elle continua de regarder. Les titres les plus récents concernaient tous le scandale. L'Empire Harrington sous enquête. Le PDG nie la fraude de son père. La famille milliardaire fait face à sa plus grande crise depuis des décennies. Milliardaire. Emma ferma son téléphone. L'homme qu'elle avait appelé une plante coûteuse était un milliardaire. L'homme à qui elle avait déballé toute sa vie, la grand-mère malade, les projets reportés, le chat conquérant, possédait 17 hôtels et était l'ex-fiancé d'un mannequin aux 6 millions d'abonnés. Et il n'avait rien dit. Emma ne savait pas si elle était plus surprise ou plus furieuse. Probablement les deux. Certainement les deux. Elle glissa l'enveloppe sous la porte du Illes 12 avec plus de force que nécessaire et retourna à son chariot de nettoyage. La roue se bloqua immédiatement, parce que bien sûr elle le fit. « Je n'arrive pas à y croire », marmonna Emma à la roue. « De tous les clients de cet hôtel, il a fallu que je m'intéresse au milliardaire, au propriétaire, à l'homme qui pense probablement que je suis une employée pathétique avec un chat ridicule. » La roue ne répondit pas, mais Emma aurait pu jurer qu'elle avait l'air de la juger. « Napoléon n'est pas ridicule », continua-t-elle, car apparemment elle parlait maintenant au matériel de nettoyage. « C'est un conquérant. C'est différent. » Silence. « Et je ne m'intéresse pas à lui », ajouta Emma. « J'étais juste polie. Les employés sont polis avec les clients. C'est le boulot. » Encore du silence. « Arrête de me regarder comme ça, » dit-elle à la roue. La roue resta bloquée. Emma passa le reste de son service à éviter le 10e étage, ce qui n'était pas facile, étant donné que c'était son étage assigné. Mais elle échangea avec un collègue, prétextant des problèmes gastro-intestinaux. L'excuse universelle que personne ne remettait en question. Dans le vestiaire après son service, Emma fit ce que toute personne mûre et émotionnellement stable ferait. Elle traqua l'ex-fiancé de Nathan pendant 2 heures. Victoria Chase était tout ce qu'Emma n'était pas. Grande là où Emma était de taille moyenne, élégante là où Emma trébuchait. Photographiée lors de galas, là où Emma était photographiée un balai à la main. Et les commentaires, mon Dieu, les commentaires. Victoria est la plus belle femme de Chicago. La perfection sous forme humaine. Comment peut-on être si belle et si riche? Emma ferma l'application quand elle réalisa qu'elle commençait à comparer ses propres publications à des photos de Napoléon dans des poses embarrassantes et des mèmes sur le café, avec les séances photos professionnelles de Victoria. « C'est ridicule », dit-elle à Napoléon qui était allongé sur l'ordinateur portable. « Je ne l'aime même pas. Passe comme ça. C'est juste un client. » Napoléon cligna de l'œil une fois lentement, comme le font les chats quand ils pensent que vous mentez. « Arrête de me juger, dit Emma. Tu es un chat. Tu passes toute la journée à dormir et à envahir l'appartement de Martha. Tu n'as aucune autorité morale pour juger qui que ce soit. » Napoléon bâilla. « Exactement, » dit Emma comme s'il était d'accord. Elle ferma l'ordinateur et alla dans la cuisine se faire un sandwich. Alors qu'elle mangeait sans vraiment en sentir le goût, son téléphone sonna. Un message de son superviseur. « Heure sup demain, 10e étage, payé double. » Emma regarda le message pendant un long moment. Le 10e étage où se trouvait le Millsville 12, où se trouvait Nathan Harrington, milliardaire, ex-fiancé de mannequin propriétaire de l'hôtel. Elle devrait refuser. Elle devrait garder ses distances. Elle devrait être professionnelle et mûre. « D'accord, tapa-t-elle. Quelle heure ?» Parce qu'apparemment, elle était aussi intelligente que sa roue de chariot. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Nathan Harrington était assis dans le bureau de l'étage exécutif, regardant un couloir vide sur les caméras de sécurité.
Ce n'était pas un comportement de harceleur, se disait-il. C'était juste une vérification de sécurité, une procédure standard. Mais ses yeux revenaient sans cesse au même endroit, le coin du 10e étage où Emma apparaissait d'habitude, poussant ce chariot à la roue défectueuse, marmonnant toute seule, trébuchant sur des surfaces parfaitement planes. Aujourd'hui, le couloir était vide. Elle n'était pas apparue. Nathan savait ce que cela signifiait. Elle avait découvert. Elle avait vu les titres, fait les liens, réalisé qui il était. Et maintenant, elle s'enfuyait comme tout le monde s'enfuyait. Il éteignit l'écran et retourna aux documents sur le bureau. La crise n'attendait pas. Les problèmes de son père n'allaient pas disparaître. Le demi-frère et Millbrook existaient toujours. Et la seule personne à qui Nathan avait réussi à parler vraiment ces dernières semaines venait de s'évanouir. C'est ainsi que cela devait être, se dit-il. C'était plus simple ainsi, plus sûr. Mais quand Grace entra avec d'autres mauvaises nouvelles, toujours plus de mauvaises nouvelles, Nathan réalisa qu'il regardait la porte, attendant quelqu'un qui n'allait probablement pas apparaître. Semaine. 15 jours d'esquive calculée, de changements d'horaire et d'excuses créatives. Emma avait développé tout un système. Arriver tôt, partir tôt, échanger les services quand le 10e étage était au programme, utiliser les escaliers de service au lieu de l'ascenseur, déjeuner dans le vestiaire plutôt qu'à la cafétéria. C'était épuisant, c'était enfantin, et cela fonctionnait parfaitement jusqu'au mot. Emma le trouva sous la porte du Mills Hill 12, un jour où elle n'avait pas réussi à échapper au 10e étage. Il était par terre, plié en deux, avec une écriture qu'elle reconnaîtrait entre mille, nette, penchée, certainement de quelqu'un qui avait appris à écrire dans une école privée. Elle devrait le jeter. Elle devrait faire semblant de ne pas l'avoir vu. Elle l'ouvrit. Est-ce que Napoléon va bien? 3 mots, intentionnels, parce qu'il savait qu'elle regarderait. Emma resta figée dans le couloir tenant le mot, son cœur faisant des choses que les cœurs ne devraient pas faire pour 3 mots sur un chat. Il avait demandé des nouvelles de Napoléon. Le milliardaire propriétaire de 17 hôtels, au milieu de la plus grande crise de sa carrière, avait trouvé le temps de demander des nouvelles de son chat impérialiste. Emma plia le mot, le mit dans sa poche, retourna au chariot et passa les 3 jours suivants à répéter des réponses qu'elle n'envoya jamais. Option 1. Napoléon va bien. Merci d'avoir demandé. S'il vous plaît, ne me parlez plus jamais. Trop agressif. Option 2. Napoléon a conquis 2 mètres carrés de plus de l'appartement de Martha. L'empire s'étend. Trop décontracté. Comme si rien n'avait changé. Option 3. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez? Trop honnête. Emma n'était pas prête pour l'honnêteté. Finalement, elle ne répondit pas du tout. Elle jeta le mot dans le tiroir de la commode, avec les factures impayées et les élastiques à cheveux, et décida que le silence était une réponse parfaitement valable. Napoléon n'était pas d'accord. « Tu es bizarre », lui dit Emma alors qu'il s'asseyait devant le tiroir, comme s'il savait exactement ce qu'il y avait dedans. « Et je ne vais pas répondre. C'est un milliardaire. Il a une ex-fiancée mannequin. Moi, je tais-toi qui détruis les fougères des autres. » Napoléon cligna des yeux. « Ce n'est pas un argument, » insista Emma. « Arrête de me regarder comme ça. » Napoléon continua de regarder. C'est un jeudi, 17 jours après le petit déjeuner fatidique, qu'Emma vit Victoria Harrington pour la première fois. Pas Victoria Chase, l'ex-fiancée. Victoria Harrington, la mère. Emma était dans le lobby en train de réapprovisionner le chariot. Quand la femme entra, 70 ans passés, d'impeccables cheveux argentés, la posture de quelqu'un qui n'avait jamais porté un sac de course de sa vie. Elle portait un tailleur en tweed qui coûtait probablement une petite fortune, et elle traitait tout le monde autour d'elle comme s'ils étaient invisibles. La réceptionniste essaya de la saluer. Victoria passa devant elle sans même un regard. Un employé tint la porte. Victoria ne dit pas merci. Un bagagiste proposa de l'aider avec son sac. Victoria l'écarta d'un geste de la main comme si elle chassait une mouche. Emma sentit un frisson. C'était la mère de Nathan. C'était sa famille. C'était le monde dont il venait. Et soudain, Emma comprit. Elle comprit pourquoi Nathan ne souriait pas. Pourquoi il vivait seul dans un hôtel. Pourquoi il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Avec une mère pareille, qui avait besoin d'ennemis, Victoria traversa le lobby vers les ascenseurs. Pendant une seconde, juste une seconde, ses yeux se posèrent sur Emma, et Emma le sentit. Le regard, ce n'était pas juste de l'indifférence, c'était de la reconnaissance. Comme si Victoria savait exactement qui était Emma, comme si quelqu'un lui avait dit. Le regard dura moins de 2 secondes. Puis Victoria entra dans l'ascenseur et disparut. Emma resta figée,
le cœur battant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Tu as vu ça ?» murmura-t-elle au collègue le plus proche. « Vu quoi ?»« La femme, celle en tweed, elle. Elle m'a regardé. » Le collègue rit. « Tout le monde regarde tout le monde. »« Emma, détends-toi. » Mais Emma ne pouvait pas se détendre. Il y avait quelque chose dans ce regard. Quelque chose qui disait « Je sais qui tu es. Tu n'as pas ta place ici et reste loin de mon fils. » Tout à la fois. Ou peut-être qu'Emma était paranoïaque. Elle l'était probablement. Au 10e étage, Nathan était dans une réunion qui semblait interminable. Grace avait apporté plus de documents, plus de preuves, plus de questions sur le père qu'il pensait connaître. Les paiements à Millbrook étaient mensuels, expliqua Grace. 15 000 $ par mois pendant 30 ans. C'est plus de 5 millions au total. Nathan regarda les chiffres sans vraiment les voir. 5 millions de dollars détournés vers une femme nommée Diane, vers un fils nommé Lucas, pendant 3 décennies. Pendant ce temps, sa mère avait vécu dans l'ignorance. Ou peut-être pas. Peut-être que Victoria avait toujours su. Peut-être que c'était juste une chose de plus que la famille Harrington glissait sous le tapis en prétendant que cela n'existait pas. « Nathan !» La voix de Grace coupa ses pensées. « Tu m'écoutes ?»« Oui. »« Qu'est-ce que tu veux faire ?» Nathan resta silencieux un long moment. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait remonter le temps. Il voulait un père qui ne mentait pas. Il voulait une famille qui fonctionne. Il voulait pouvoir parler à quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas un avocat ou un employé ou intéressé par son argent. Quelqu'un comme Emma, qui s'était évanouie il y a 2 semaines. « Je vais à Millbrook », finit-il par dire. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. « Quoi? Je dois voir de mes propres yeux. Je dois rencontrer... » Il hésita. « Je dois connaître la vérité. » Nathan, c'est une idée terrible. Si la presse l'apprend, je m'en fiche. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des semaines, Nathan se moquait de la presse, du conseil d'administration, des apparences. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de comprendre qui était vraiment son père, même si la vérité détruisait tout ce qu'il croyait savoir. La porte s'ouvrit. Un employé entra avec un plateau de café. Ce n'était pas Emma. C'était un homme d'un certain âge avec une moustache. Efficace, silencieux, invisible. Nathan sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine. « Merci », dit-il à l'employé qui hocha la tête et partit. Grace le regarda avec curiosité. « Tout va bien ?»« Tout va bien », mentit Nathan. « Réserve un vol pour Millbrook demain matin. »« Nathan, s'il te plaît. » Grace. Elle soupira, mais elle prit le téléphone et commença à faire les réservations. Nathan regarda par la fenêtre. Chicago s'étendait jusqu'à l'horizon, grise et impersonnelle. Quelque part là-bas, Emma vivait sa vie, l'évitant, prétendant que les dernières semaines n'avaient pas eu lieu. Peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être qu'elle était plus intelligente que lui. Mais quand Nathan fermait les yeux, il ne voyait pas de documents ou de scandale ou le visage de son père. Il voyait une femme maladroite tombant dans le couloir, inventant des excuses absurdes sur la maintenance préventive, parlant d'un chat conquérant comme si c'était la chose la plus importante au monde. Et pour la première fois depuis longtemps, Nathan Harrington aurait aimé être juste un client ordinaire. Emma fut convoquée au RH à 14 ans un mardi. Ce n'est jamais bon d'être convoqué au RH à 14 ans un mardi. Tout employé sait cela. Le mardi est le jour des licenciements. 14 est l'heure des mauvaises nouvelles. Emma était certaine qu'elle allait être licenciée. Elle passa les 15 minutes entre la réception de l'appel et son arrivée au bureau des RH à passer mentalement en revue tout ce qu'elle aurait pu faire de mal. Le chariot cassé, la roue qui se bloquait sans cesse, la fois où elle était arrivée 3 minutes en retard, toute la semaine qu'elle avait passée à éviter le 10e étage, les conversations avec Nathan, les petits déjeuners avec Nathan, la façon dont elle avait regardé Nathan, elle était dans de beaux draps. Le bureau des RH était au sous-sol de l'hôtel, à côté de la blanchisserie. C'était une pièce sans fenêtre avec des murs beiges et un éclairage d'hôpital, le genre d'endroit où les rêves allaient être enterrés. Le responsable des RH, un homme nommé Henderson qui semblait en permanence mal à l'aise, était assis derrière le bureau et à côté de lui, dans une chaise qui semblait absurdement chère, se tenait Victoria Harrington. Emma se figea sur le seuil. « Entrez, mademoiselle Sullivan », dit Henderson. Sa voix était étrangement aiguë, nerveuse. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Emma entra, ferma la porte, s'assit sur la chaise qu'ils lui désignèrent et attendit. Victoria la regarda de la même manière qu'elle l'avait regardée dans le lobby,
comme si Emma était un insecte, particulièrement irritant. « Mademoiselle Sullivan », commença Henderson en feuilletant des papiers, « nous avons reçu une plainte formelle concernant votre comportement. » L'estomac d'Emma se noua. « Une plainte ?» De la part de Madame Harrington, Henderson fit un geste vers Victoria. « Elle allègue que vous avez harcelé son fils, Monsieur Nathan Harrington. » Emma cligna des yeux. « Harcelé ?» Victoria prit la parole pour la première fois. Sa voix était comme de la glace brisée, élégante et tranchante. « Vous savez exactement de quoi je parle, ma chère. Les visites non sollicitées dans la chambre de mon fils, les conversations inappropriées, le comportement... » Elle marqua une pause, comme si le mot suivant était particulièrement déplaisant. « Comportement suggestif. » Emma sentit le sang lui monter au visage. « Ce n'est pas vrai. »« Non, je n'ai jamais. »« Je n'ai pas. » Emma prit une profonde inspiration en essayant de se contrôler. « Monsieur Harrington et moi avons parlé quelquefois en tant qu'employés et clients. Je n'ai jamais rien fait d'inapproprié. » Victoria sourit. C'était le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Vous avez apporté du café dans sa chambre sans sollicitation. Vous êtes entré seul dans sa chambre. Vous l'avez suivi partout dans l'hôtel. Je ne l'ai pas suivi. Vous étiez au restaurant à 7 heures du matin, le même jour que lui. Je prenais mon café avant mon service, dans le même restaurant au même moment. Par coïncidence, Emma avait envie de hurler, de s'expliquer, de dire que Nathan l'avait invitée à s'asseoir, qu'il l'avait interrogée sur ses projets, qu'il lui avait presque souri, comme si cela signifiait quelque chose. Mais elle regarda Henderson, manifestement terrifiée, voulant manifestement mettre fin à cette réunion le plus vite possible, et réalisa que peu importait ce qu'elle disait. Victoria Harrington voulait qu'elle soit licenciée, et Victoria Harrington obtenait toujours ce qu'elle voulait. « Je comprends », dit Emma, et elle détesta la façon dont sa voix tremblait. « Et que se passe-t-il maintenant? Suis-je licencié ?» Henderson ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'ouverture de la porte. Nathan Harrington entra dans la pièce. Il avait l'air différent. Ses yeux étaient plus durs, sa mâchoire plus tendue. Il portait un costume sombre qui le rendait encore plus intimidant que d'habitude. « Mère, dit-il, et les mots sonnaient comme un avertissement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Victoria ne sia pas. « Je résous un problème. »« Quel problème ?» Cet employé, Victoria fit un geste vers Emma, s'est comporté de manière inappropriée. J'informais simplement le département des ressources humaines. Nathan regarda Emma une seconde. Leurs regards se croisèrent et Emma vit quelque chose là. De l'inquiétude peut-être, ou de la colère. C'était dur à dire. Puis il regarda Henderson. « Y a-t-il une plainte formelle enregistrée contre Mademoiselle Sullivan ?» Henderson déglutit difficilement. « Eh bien, Madame Harrington a fait une plainte verbale. »« Verbale » répéta Nathan. « Pas écrite, pas documentée. »« Non, monsieur, mais... Et est-ce que moi, en tant que client censément harcelé, j'ai déposé une plainte ?»« Non, monsieur. » Nathan hocha lentement la tête. « Alors il me semble qu'il n'y a aucune base pour cette réunion. Mademoiselle Sullivan est une employée exemplaire. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Si ma mère, il regarda Victoria, a des inquiétudes concernant ma vie personnelle, elle peut en discuter avec moi en privé et non en impliquant des employés innocents. » Le silence qui suivit fut absolu. Victoria se leva. Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux se durcit. « Nous parlerons de cela, dit-elle à Nathan. « Nous en parlerons, acquiesça Nathan. Mais pas ici. » Victoria partit sans un regard en arrière. Henderson avait l'air de vouloir disparaître dans sa propre chaise. « Mademoiselle Sullivan, dit-il rapidement, vous pouvez retourner au travail. Désolé pour le dérangement. » Emma hocha la tête, incapable de parler. Elle se leva, alla vers la porte. « Mademoiselle Sullivan ?» C'était Nathan. Emma s'arrêta, la main sur la poignée. « Je suis désolé, dit-il, pour tout cela. » Emma le regarda. Elle voulait dire beaucoup de choses. Elle voulait demander pourquoi il ne lui avait pas dit qui il était. Elle voulait savoir ce qui s'était passé entre eux. Elle voulait comprendre. Mais tout ce qu'elle réussit à dire fut « merci ». Et elle partit. Dans le vestiaire 10 minutes plus tard, Emma Sullivan pleura. Pas beaucoup, pas bruyamment. Juste quelques larmes silencieuses qu'elle essuya avec la manche de son uniforme avant que quiconque ne puisse la voir. Ce n'était pas de la tristesse, c'était tout le reste. La tension des dernières semaines. La peur de perdre son travail. L'humiliation d'être traitée de suggestive par une femme qui traitait les employés comme des objets. La confusion de voir Nathan la défendre. C'était trop.
c'était trop compliqué. Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle n'y avait jamais appartenu. Nathan Harrington était un milliardaire, héritier d'un empire, la cible de scandales nationaux. Et elle était une femme de chambre avec un chat impérialiste et un rêve d'auberge qui ne se réaliserait probablement jamais. Quel avenir pouvait-il y avoir là? Emma sécha ses yeux, ajusta son uniforme, se regarda dans le miroir taché. « Tu es professionnelle, dit-elle à son reflet. Tu es compétente. Tu n'as pas besoin de milliardaires compliqués dans ta vie. » Le reflet n'avait pas l'air convaincu. « Arrête de me juger, marmonna Emma. Tu es pire que Napoléon. » Et elle retourna au travail. Parce que c'est ce que faisaient les gens comme elle. Ils retournaient au travail, quoi qu'il arrive. Millbrook était le genre de ville qui semblait s'être arrêtée dans le temps. De vieilles maisons avec des clôtures blanches, des arbres ombrageant des rues étroites, un café au coin de la rue avec une enseigne aux néons clignotantes. Le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde et où les nouvelles étaient la principale forme de divertissement. Nathan gara la voiture de location devant une maison modeste sur une rue appelée Maple Avenue. C'était une maison bien entretenue, peinture fraîche, jardin tondu, des fleurs sur le rebord de la fenêtre, et c'était l'endroit où son père avait maintenu une seconde vie pendant 30 ans. Nathan resta assis dans la voiture un long moment, les mains sur le volant, essayant de trouver le courage de sortir. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Une femme en colère, une maison pleine de photos de son père, des preuves de décennies de mensonges accumulés dans chaque coin. Mais il n'était pas préparé à ce qu'il trouva. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe. Une femme apparut sur le seuil, des cheveux grisonnants ramassés en un chignon lâche, des yeux bruns qui semblaient avoir trop vu, des mains qui tremblaient légèrement. « Vous devez être Nathan, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui. Comment avez-vous... » Vous lui ressemblez tellement, dit-elle simplement. Entrez. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. Elle s'appelait Diane. Elle avait 55 ans. Elle avait travaillé comme infirmière à l'hôpital local pendant 3 décennies. Et oui, elle avait aimé le père de Nathan depuis plus longtemps que Nathan n'était au monde. Je savais qu'il était marié, dit Diane, versant du café dans la petite cuisine chaleureuse. Dès le début, je n'étais pas naïve, mais Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Il était différent avec moi, ou du moins je le pensais. Nathan tenait la tasse de café sans boire. Il ne pouvait pas. « Pourquoi ne vous a-t-il jamais rien dit ?» compléta Diane. Je pense qu'il avait honte, pas de moi, de lui-même, de ce qu'il avait fait, du mensonge qu'il avait créé. Les photos étaient dans le salon. Nathan les avait vues en passant. Son père, plus jeune, souriant sincèrement, son père tenant un bébé, son père à côté d'un garçon d'environ 5 ans dans un parc d'attractions, des photos d'une vie que Nathan ne connaissait pas. « Lucas, dit Nathan, le nom semblait étrange dans sa bouche. Où est-il ? Au travail. Il est enseignant. Au lycée. Diane hésita. Il ne savait pas que vous veniez. Est-ce qu'il sait pour moi? Il sait que vous existez. Il l'a découvert quand votre père est décédé, quand les paiements se sont arrêtés et que j'ai dû expliquer. Nathan ferma les yeux. Les paiements. 15 000 $ par mois. C'est ainsi que son père avait gardé les 2 vies séparées, avec de l'argent, achetant le silence, achetant la distance. Je n'ai jamais demandé cet argent, dit Diane comme si elle lisait ses pensées. Mais votre père a insisté. Il disait que c'était le moins qu'il puisse faire, que Lucas méritait d'avoir tout ce que vous aviez. Et c'était le cas? Diane rit sans humour. Regardez autour de vous, Nathan. Est-ce que cela ressemble à 17 hôtels pour vous? Ce n'était pas le cas. C'était une maison de 2 chambres, avec des meubles d'occasion et un jardin qui avait besoin d'entretien. C'était la maison d'une infirmière qui faisait des doubles services pour payer les factures. « Je ne suis pas venu ici pour parler d'argent, » dit Nathan. « Je suis venu parce que j'ai besoin de comprendre. » Comprendre quoi? Qui était vraiment mon père? Diane resta silencieuse pendant un long moment. « Votre père, finit-elle par dire, était un homme qui voulait 2 vies et ne pouvait en choisir aucune. Il aimait votre mère à sa façon. Il m'aimait à ma façon. Il vous aimait, vous et Lucas, autant qu'il le pouvait, mais il n'était jamais entier nulle part. Il n'appartenait jamais complètement à personne. » Nathan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était la description la plus précise de son père qu'il ait jamais entendue, et elle venait d'une femme qui, théoriquement, devrait le détester. « Vous n'êtes pas en colère, dit Nathan. Ce n'était pas une question. Je l'ai été, admit Diane, pendant des années,
Mais la colère devient fatigante, Nathan. Et au final, la seule personne qu'elle détruit, c'est soi-même. La porte d'entrée s'ouvrit. Nathan se tourna. Un homme entra, à peu près son âge, mais avec quelque chose de différent. Les yeux étaient les mêmes, les yeux de son père. La forme du visage, la façon dont il fronçait les sourcils, c'était comme regarder dans un miroir déformé. « Maman, dit l'homme, à qui est-ce la voiture sur le… » Il s'arrêta, regarda Nathan, et quelque chose dans son expression changea. « Lucas, dit doucement Diane, c'est Nathan, ton frère. » Silence. Lucas regarda Nathan. Nathan regarda Lucas. 30 ans de secret suspendus dans l'air entre eux. « Je sais qui il est, » dit Lucas. Sa voix était contrôlée, mais il y avait quelque chose dessous. De la colère peut-être, ou de la douleur. J'ai vu les photos dans les journaux. Le scandale du papa riche. Lucas, commença Diane. Non, maman. Lucas regarda Nathan directement. Qu'est-ce que tu veux ici? Tu es venu voir comment vivent les pauvres? Prendre des photos pour l'album de famille? Je suis venu te rencontrer, dit Nathan. Sa voix était plus calme qu'il ne s'y attendait. Pourquoi? Parce que tu es mon frère et que je ne savais pas que tu existais. Lucas rit. C'était un rire amer, sans humour. Eh bien, maintenant tu le sais. Félicitations, tu peux retourner à ta vie de milliardaire. Lucas, redit Diane plus fermement. Non, Lucas secoua la tête. J'ai passé 28 ans à être son secret honteux. Le fils qu'il a caché. L'erreur qu'il payait pour faire disparaître. Et maintenant le prince héritier se pointe en voulant faire la paix. Comme si c'était si simple. Nathan déglutit. Je sais que ce n'est pas simple. Tu ne sais rien. Je sais que mon père m'a menti à moi aussi. Je sais que j'ai passé toute ma vie à penser que je le connaissais, alors que ce n'était pas le cas. Je sais que tu as tout à fait le droit de me détester, même si je n'ai rien fait de mal. Lucas resta silencieux. Je ne suis pas venu ici pour m'excuser pour mon père, continua Nathan. Je n'en ai pas le droit. Je suis venu parce que je voulais voir de mes propres yeux. Je voulais savoir qui il était vraiment, et maintenant je sais. Et qu'est-ce que tu vas faire de ça? Nathan réfléchit un instant. Je ne sais pas encore, admit-il. Mais tu es mon frère, que ça te plaise ou non. Et je pense que nous méritons tous les deux au moins une chance de découvrir ce que cela signifie. Lucas ne répondit pas, mais il ne dit pas non plus à Nathan de partir. C'était un début. Nathan revint à Chicago à 3 heures du matin. Il n'arrivait pas à dormir. Il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à Lucas, Diane, une modeste maison à Millbrook, 30 ans de secret. L'hôtel était calme quand il entra. Les couloirs vides, les lumières tamisées, le genre de silence qui semblait peser sur les oreilles. Nathan alla au lobby pour prendre un verre. Il avait besoin d'un moment. Il avait besoin de digérer. Il ne s'attendait pas à trouver Emma. Elle sortait du vestiaire des employés. Son uniforme froissé, ses cheveux à moitié détachés. Service de nuit probablement, ou des heures supplémentaires. Le genre de travail que les gens comme Emma faisaient pour survivre. Elle le vit avant qu'il ne puisse se cacher. Leurs regards se croisèrent. Emma s'arrêta, le regarda. Et Nathan vit le moment exact où elle réalisa que quelque chose n'allait pas du tout. « Nathan », dit-elle, « pas Monsieur Harrington, juste Nathan. » Et ce simple son nom dans sa voix, fut suffisant pour briser quelque chose en lui. « J'ai découvert », dit-il. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. « Mon père, il avait une autre famille, un fils, mon frère, depuis 30 ans. » Emma ne dit rien, n'essaya pas de réparer, n'offrit pas de solution. Elle fit simplement un pas vers lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Nathan Harrington n'était pas seul. « Vous ne pouvez pas rester ici. » Emma disait cela en regardant Nathan dans le bar du lobby vide à 3h15 du matin, sachant parfaitement qu'elle allait ignorer ses propres paroles. « Si quelqu'un vous voit comme ça, continua-t-elle, les journalistes, l'équipe de sécurité, n'importe qui avec un téléphone… » Nathan ne répondit pas. Il était assis sur l'un des canapés en cuir, sa veste jetée sur le côté, sa cravate desserrée. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Venez, dit Emma, prenant une décision qu'elle regretterait probablement. « Je connais un endroit. » L'endroit était le toit de l'hôtel. Techniquement, les employés n'y avaient pas accès. Techniquement, c'était réservé aux événements privés et aux clients de l'étage exécutif. Techniquement, Emma pourrait être licenciée juste pour être là. Mais elle avait découvert la porte déverrouillée 2 ans auparavant lors d'un épisode d'anxiété après un service particulièrement difficile. Et depuis, c'était son refuge secret. « Attention à la marche !» dit-elle en guidant Nathan dans les escaliers de service. Nathan hocha la tête en silence. Emma monta la première. Elle poussa la porte du toit.
L'air froid de Chicago la frappa immédiatement. Mars avait encore un goût d'hiver dans la ville. « Attendez, dit-elle. Laissez-moi. » Emma recula pour tenir la porte à Nathan et elle trébucha sur rien. Littéralement rien. Le sol était parfaitement plat. Mais ses pieds décidèrent que c'était le moment idéal pour une défaillance de coordination. Nathan la rattrapa avant qu'elle ne tombe. C'était la première fois qu'il la touchait vraiment. Sa main sur son bras, ferme et chaude contre le froid de la nuit. « Air conditionné », dit rapidement Emma, le visage brûlant. « Et obstination. Combinaison dangereuse. » Nathan ne sourit pas, mais il ne lâcha pas non plus son bras immédiatement. « Vous avez déjà dit ça, dit-il. »« Je sais, c'est mon excuse officielle. » La répétition est la clé de la cohérence. Il la lâcha. Emma ressentit l'absence de son contact plus qu'elle n'aurait dû. Le toit était exactement comme elle s'en souvenait. Une large zone avec quelques pots de fleurs dont personne ne s'occupait. Des chaises de jardin empilées dans un coin et une vue sur Chicago à couper le souffle. Emma alla dans le coin où elle gardait ses affaires. Elle ouvrit un coffre de maintenance qu'elle avait secrètement transformé en cachette personnelle. « C'est... » commença Nathan. « Ne demandez pas, » l'interrompit Emma en sortant une couverture du coffre. « Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, oui, je l'ai prise à l'hôtel. Techniquement, je n'aurais pas dû. Mais c'est une couverture d'hôtel 3 étoiles que quelqu'un allait jeter de toute façon. Alors je préfère appeler ça du recyclage créatif. » Nathan regarda la couverture. Puis il regarda Emma. Et pour la première fois de la nuit, quelque chose dans son expression s'adoucit. « Recyclage créatif », répéta-t-il. « C'est une philosophie de vie. » Emma étala la couverture sur 2 chaises qu'elle avait positionnées pour regarder le lever du soleil. Elle s'assit. Après un moment d'hésitation, Nathan s'assit à côté d'elle. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui arrive quand 2 personnes sont trop épuisées pour faire semblant. « Racontez-moi », finit par dire Emma. « Quoi ?»« Tout. Ce que vous avez découvert. Pourquoi vous êtes dans cet état. » Nathan resta silencieux un long moment. Emma crut qu'il n'allait pas répondre, mais les mots commencèrent à sortir, lentement d'abord, puis plus vite comme un barrage qui cède. Il lui parla de Millbrook, de Diane et de la maison modeste, des photos de son père avec une autre famille, de Lucas, le frère dont il ignorait l'existence. Il lui parla des 30 ans de mensonges, de l'argent détourné, de la double vie que son père avait menée tout en prétendant être un père de familles exemplaires. Il lui parla de Victoria, sa mère, et de son ignorance sur le fait qu'elle ait toujours su ou qu'elle ait été aussi trompée que lui. Et il lui parla de cette sensation de regarder Lucas et de voir les yeux de son propre père en retour. Emma n'interrompit pas, n'essaya pas de réparer, n'offrit pas de solution ou de paroles de réconfort vide. Elle écouta simplement. Quand Nathan eut fini, le silence revint, mais c'était un silence différent maintenant, plus léger, comme si une partie du poids avait été partagée. « C'est horrible », finit par dire Emma. « Je suis désolé. » Nathan la regarda. « C'est tout ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?» Emma haussa les épaules. « Votre père a fait des choses terribles. Vous avez découvert que toute votre vie était bâtie sur des mensonges. Il n'y a pas de phrase magique qui répare ça. Il n'y a pas de « regarder le bon côté des choses » où tout arrive pour une raison. Parfois, les choses sont juste horribles et la seule chose que nous puissions faire est... Elle marqua une pause. Ne pas être seul pendant qu'on les traite. Nathan resta silencieux. « Ma grand-mère disait ça, » continua Emma, « que le chagrin non partagé vous détruit de l'intérieur, qu'il faut le laisser sortir. Votre grand-mère semble avoir dit beaucoup de choses. Elle était sage et aussi un peu dramatique. Des traits dont j'ai manifestement hérité. » Le coin de la bouche de Nathan tressaillit, ce presque sourire. « Vous êtes très étrange, dit-il. » C'était la 3e fois qu'il lui disait cela. « Et vous vous répétez beaucoup, » répondit Emma. « Mais je vais laisser passer parce que vous passez une nuit difficile. » Ils restèrent assis en silence à regarder la ville. Les lumières de Chicago scintillaient sous eux dans des millions de vies qui se déroulaient simultanément, chacune avec ses drames et ses secrets. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Nathan soudainement. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous auriez pu partir. Vous auriez pu prétendre ne pas m'avoir vu après ce que ma mère a fait. Votre mère est une personne horrible, dit franchement Emma. Mais vous n'êtes pas elle. » Nathan cligna des yeux. La plupart des gens ne voient pas la différence. La plupart des gens ne font pas attention. Emma remonta la couverture. « Moi, oui. C'est l'un de mes talents.
avec le fait de trop parler et de tomber sur des surfaces planes. Le silence revint, mais il avait maintenant une autre qualité, plus chaleureuse malgré le froid du petit matin. Le ciel commença à s'éclaircir à l'horizon, des nuances de rose et d'orange s'étendant sur les gratte-ciel. « Je viens ici parfois », dit Emma en montrant le lever du soleil. « Quand tout devient trop pesant, c'est bien d'avoir un endroit qui est juste à soi. Vous savez, un endroit où personne n'attend rien de vous. » Nathan la regarda et Emma vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu auparavant. Une vulnérabilité réelle, sans filtre. « Merci, dit-il, pour ça, pour m'avoir amené ici. »« Ne parlez à personne de la couverture, » répondit Emma. « Je ne veux vraiment pas avoir de problème à cause de ça. » Nathan manqua de rire. Ce ne fut pas tout à fait un rire complet, mais c'était plus que tout ce qu'Emma avait obtenu de lui auparavant. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil se lever sur Chicago. À un moment donné, sans qu'Emma réalise exactement quand, les doigts de Nathan trouvèrent les siens sous la couverture. Elle ne retira pas sa main, et quand le soleil perça enfin l'horizon, baignant tout d'une lumière dorée, Emma serra sa main pendant un long moment. Puis elle se leva. « Je dois y aller, dit-elle. Mon service supplémentaire commence dans 3 heures, et Napoléon a probablement déjà détruit au moins une des fougères de Martha. » Nathan hocha la tête. « Emma ?» Elle s'arrêta à la porte. « Merci, dit-il à nouveau. »« Vraiment ?» Emma sourit. « Quand vous aurez besoin d'une autre couverture volée et d'un moment de lever de soleil, vous savez où me trouver. » Et elle partit, laissant Nathan seul sur le toit. Mais il ne se sentait pas seul. Pour la première fois depuis longtemps, Nathan retourna à Millbrook 3 jours plus tard. Cette fois, il appela à l'avance pour prévenir de sa venue. Il s'était préparé à l'éventualité que Lucas ne veuille pas le voir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que Lucas lui ferme la porte au nez, littéralement. Nathan était en train de dire « Salut, je suis venu pour… » quand la porte en bois se ferma à quelques centimètres de son nez. Il resta sur le perron, clignant des yeux devant la porte close. De l'intérieur de la maison, il entendit la voix de Diane. Lucas, c'était impoli. Et la réponse de Lucas, c'est un milliardaire. Il peut s'acheter des manières s'il en veut. Nathan attendit 1 minute, 2 minutes, 3. La porte se rouvrit. Cette fois, Lucas apparut avec une expression qui disait « Je ne voulais pas le faire. Mais ma mère m'a forcé. Elle dit que je dois au moins écouter ce que tu as à dire. » dit Lucas. « Tu as 5 minutes. » Je suis venu pour faire ce qui est juste. Lucas croisa les bras. Ce qui serait de te reconnaître officiellement comme l'héritier de notre père. Le silence qui suivit fut absolu. Lucas cligna des yeux. Quoi? Tu es son fils, dit Nathan. Cela signifie que tu as un droit sur l'héritage, sur le nom, sur tout ce que notre père a laissé. Je ne veux pas de son argent. Je sais, mais il ne s'agit pas de vouloir. Il s'agit de ce qui est juste. Lucas resta silencieux un long moment. Quelque chose dans son expression changea. Pas beaucoup, mais assez pour que Nathan le remarque. « Pourquoi fais-tu ça ?» finit par demander Lucas. Sa voix avait perdu de son agressivité. « Parce que mon père t'a caché pendant 30 ans. Parce qu'il t'a traité comme un secret honteux et parce que tu mérites plus que ça. Tu vas perdre la moitié de ta fortune. Probablement. Et le conseil d'administration, ta mère. Ils n'accepteront pas ça. » Nathan haussa les épaules. « Ma mère n'accepte pas beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. » Lucas resta quoi. Puis, contre toute attente, il rit. C'était un rire court, plus de surprise que d'humour. « Tu es étrange, dit-il. » Nathan sourit presque. « Quelqu'un me l'a déjà dit récemment. » Lucas hésita, puis s'écarta. « Entre, dit-il. Ma mère a fait du café et apparemment je dois être civilisé. » Heure plus tard, Nathan était assis dans la cuisine de Diane, buvant son 3e café de la journée, écoutant Lucas plaisanter sur le fait d'être le fils pauvre dans une telenovela mexicaine. « Imaginez, disait Lucas en gesticulant avec sa tasse. Le titre, l'héritier milliardaire découvre un frère secret. Une famille dysfonctionnelle s'agrandit d'un membre. Ils vont faire un film sur nous. Qui penses-tu jouera ton rôle? Je vote pour le gars qui joue les héros d'action, mais en plus triste. » Nathan ne savait pas comment répondre. Il n'était pas habitué à l'humour dans les situations terribles. Mais Emma rirait, pensa-t-il. Emma comprendrait. « La presse va devenir folle, dit Nathan. »« La presse est déjà folle, répondit Lucas. Ton scandale est partout. Savais-tu qu'il existe un groupe en ligne dédié aux théories sur ton père? L'une des théories est qu'il était en fait 3 hommes différents se relayant. Quoi? Je sais, génial, non?
Ça expliquerait beaucoup de choses. Diane secoua la tête, mais elle souriait. Vous deux, vous êtes impossibles. C'est génétique, dit Lucas, apparemment. Nathan revint à Chicago à la nuit tombée. Il n'était pas prêt pour ce qui l'attendait. Victoria était dans le lobby de l'hôtel, assise dans l'un des fauteuils en cuir, impeccable comme toujours, le regardant comme si elle pouvait le réduire en poussière. « Nathan, dit-elle, nous devons parler. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se leva et se dirigea vers l'ascenseur, s'attendant manifestement à ce qu'il la suive. Nathan la suivit. Dans le bureau de l'étage exécutif, Victoria se tourna vers lui dès que la porte fut fermée. « Qu'est-ce que tu penses faire ?»« Faire ce qui est juste. » « Ce qui est juste. » Sa voix monta. « Tu es sur le point de détruire tout ce que ton père a construit. Tout ce que notre famille a construit à cause d'un fils illégitime que personne ne connaît. C'est mon frère. C'est une erreur. Une erreur que ton père aurait dû régler il y a des décennies. » Nathan sentit quelque chose de froid se propager dans sa poitrine. « Régler comment, mère ?» Victoria ne répondit pas. Mais son expression disait tout. « Tu savais. » Nathan dit cela. « Ce n'était pas une question. Tu as toujours su pour Diane, pour Lucas. Je savais ce que j'avais besoin de savoir pour protéger cette famille. Protéger. Nathan rit, mais sans aucun humour. Tu appelles ça protéger? Prétendre qu'il n'existait pas? Laisser mon père mener une double vie pendant 3 décennies. C'était plus facile ainsi. Pour qui? Victoria ne répondit pas. Le silence qui suivit était pesant, chargé de décennies de secrets et de mensonges. Je vais reconnaître Lucas, finit par dire Nathan. Publiquement, officiellement. Il va avoir les droits qu'il aurait dû avoir dès la naissance. Si tu fais ça, j'irai voir le conseil. Je leur demanderai de te destituer de la présidence. Fais ce que tu veux, mère. Nathan se dirigea vers la porte. Mais je ne vais plus vivre le mensonge que tu as créé. Nathan. Il s'arrêta, se retourna. Victoria se tenait au milieu de la pièce, son visage tordu par une expression que Nathan ne pouvait définir comme de la colère ou de la peur. « Si tu fais ça, dit-elle, tu perdras tout. » Peut-être, acquiesça Nathan, ou peut-être que je découvrirai enfin ce qui vaut la peine d'être gardé. Et il sortit, fermant la porte derrière lui. Dans le couloir, Nathan s'appuya contre le mur un instant. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient légèrement. Il venait de défier sa mère. Il avait menacé de détruire des décennies de secrets familiaux. Il avait tout risqué, l'entreprise, la fortune, la position. Et pourtant, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message, c'était d'Emma. Napoléon a envahi l'appartement de Martha pour la 8e fois. Cette fois, il a renversé la télé. Elle menace d'appeler la SPA. Je négocie la paix avec des brownies maison. Souhaite-moi bonne chance. Nathan lut le message 3 fois. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il sourit pour de vrai et répondit « Les brownies sont une excellente stratégie diplomatique. Napoléon serait fier. » La réponse arriva quelques secondes plus tard. Napoléon n'a aucun concept de diplomatie. Il opère en mode conquête impériale. Sans remords, Nathan rit, un vrai rire qui s'échappa, avant qu'il ne puisse le retenir. Et il réalisa, debout dans ce couloir après l'une des conversations les plus difficiles de sa vie, que la seule personne à qui il voulait parler était une femme de chambre maladroite avec un chat conquérant et un rêve de chambre d'hôte. La vie était vraiment étrange. La crise explosa un lundi. Les titres étaient partout. Le PDG de Harrington Hotel temporairement démis de ses fonctions. Le scandale financier s'aggrave. Le conseil d'administration exige une enquête. La famille milliardaire en guerre. La mère et le fils dans des camps opposés. Emma lut tout pendant sa pause déjeuner. Assise dans le vestiaire, son sandwich oublié à côté d'elle. Nathan avait été renvoyé. Victoria avait mis sa menace à exécution. Et maintenant, l'homme qu'Emma avait vu sur le toit à 3 heures du matin, vulnérable, brisé, plus humain qu'un milliardaire n'en a le droit, était au cœur de la tempête. Elle pensa à envoyer un message, pensa à demander s'il allait bien, pensa à dire quelque chose, n'importe quoi. Mais que dit-on à quelqu'un qui est en train de tout perdre? Alors Emma fit ce qu'elle faisait toujours quand elle ne savait pas quoi faire. Elle retourna au travail. La chambre 1112 était vide quand elle passa devant. Le panneau « Ne pas déranger » avait disparu. Les bagages aussi. Nathan était parti. Emma sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas une surprise. Il était évident qu'il ne resterait pas dans un hôtel qui ne lui appartenait plus techniquement. Mais son absence dans le couloir semblait anormale, comme s'il manquait quelque chose.
Elle finit son service en mode automatique, nettoyant les chambres, réapprovisionnant les chariots, souriant aux clients, prétendant que tout était normal. À 18 h, quand elle quitta enfin l'hôtel, Emma alla à la boulangerie du coin pour acheter un croissant au chocolat dont elle n'avait certainement pas besoin, mais que son âme réclamait. Mais ce qu'elle ne vit pas, c'était Nathan qui l'observait. La boulangerie s'appelait Sweet Corner et c'était le genre d'endroit qui semblait sortir d'un film de comédie romantique. Des murs en briques apparentes, l'odeur de la pâte fraîche, une file d'attente qui durait toujours plus longtemps qu'elle ne le devrait parce que les dames devant n'arrivaient pas à se décider entre le gâteau aux carottes et le cheesecake. Emma était au milieu de la file, regardant son téléphone sans vraiment le voir quand elle entendit la voix. « Emma !» Elle leva les yeux. Nathan se tenait à la porte de la boulangerie. Il avait l'air différent. Il ne portait pas de costume pour la première fois depuis qu'Emma le connaissait. Il portait un jean et une chemise bleue aux manches retroussées. Ses cheveux étaient plus décoiffés que d'habitude. Et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait identifier. « Nathan, dit Emma, qu'est-ce que vous... Je dois vous parler. » Toute la file se tourna pour regarder. Emma sentit son visage chauffer. « Ah si, chuchota-t-elle. Maintenant ? Oui, mais il y a des gens, beaucoup de gens. » Nathan regarda autour de lui comme si c'était seulement maintenant qu'il remarquait qu'ils étaient dans une boulangerie bondée un vendredi soir. « Je sais, dit-il, mais j'ai passé les 2 dernières semaines à tout perdre. Ma position, ma famille et mon... » Il marqua une pause. « Mon sens de qui je suis. Et la seule chose qui est devenue claire dans tout ce chaos, c'est que je ne veux pas vous perdre vous aussi. » Emma ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. La dame derrière elle, une femme d'environ 60 ans avec des cheveux violets et un manteau à imprimer léopard, donna un petit coup dans le dos d'Emma. « Ma puce, dit-elle fort, si tu ne réponds pas à ce bel homme, je le ferai. »« Martha, la gronda son amie. Laisse la petite digérer. »« Digérer quoi? C'est évident qu'il est amoureux. Regarde sa tête. Ce ne sont pas nos oignons. On est dans une file de boulangerie. Tout est nos oignons. » Emma avait envie de disparaître, voulait que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Je vous apprécie, » dit Nathan, ignorant complètement le débat qui se passait derrière Emma. « Je sais que je suis compliqué. Je sais que ma famille est un désastre. Je sais que vous avez tout à fait le droit de vouloir garder vos distances avec tout ce chaos. Mais, chuchota Emma, mais vous êtes la première personne depuis des années qui me donne envie de sourire. Vous parlez trop et tombez sur des surfaces planes. Et avez un chat qui ne reconnaît pas les frontières territoriales. Et malgré tout cela, ou peut-être à cause de cela, vous êtes la personne la plus réelle que je connaisse. » Le silence dans la boulangerie était absolu. Même la dame à la caisse s'était arrêtée de servir pour regarder. « C'est mieux qu'une telenovela mexicaine, » commenta la dame aux cheveux violets à son amie. « Martha !»« C'est vrai. » Emma regarda Nathan, regarda la file, regarda Nathan à nouveau. « Vous faites une déclaration d'amour au milieu d'une boulangerie ?» finit-elle par dire. « Techniquement, je n'ai pas encore prononcé le mot « amour », répondit Nathan. « Mais si vous voulez, je peux le faire. »« Non ?» Emma leva les mains. « Je veux dire, pas ici avec... » Elle fit un geste vers le public, tout le monde qui regarde. « Trop tard pour ça, ma puce, » dit la dame aux cheveux violets. « On est déjà investi émotionnellement. »« Martha !» Nathan fit un pas vers Emma. « Je sais que le moment est horrible, » dit-il. « Chut maintenant. Je sais que je suis au milieu de la pire crise de ma vie, mais je sais aussi que quand tout s'est effondré, la seule personne à qui je pouvais penser, c'était vous, et cela doit signifier quelque chose. » Emma déglutit difficilement. Elle pensa à toutes les raisons de dire non. La différence de monde, sa famille, le scandale, le fait qu'elle soit une femme de chambre et lui, même déchu, l'héritier d'un empire. Elle pensa à Victoria, à la façon dont elle l'avait regardée comme si elle était moins que rien. Elle pensa à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Et puis elle pensa à Nathan sur le toit à 3 h du matin, vulnérable, réel, lui tenant la main pendant que le soleil se levait sur Chicago. « Je ne sais pas comment faire ça, » finit par dire Emma. « Je ne sais pas comment être la petite amie d'un milliardaire. Je ne sais pas comment gérer les scandales et les conseils d'administration et les maires qui me détestent. »« Je ne le sais pas non plus, » dit Nathan. « Je ne sais pas être autre chose que le PDG pour lequel j'ai été programmé. Mais peut-être... » Il hésita. « Ça est peut-être que nous pouvons apprendre ensemble. » Emma resta silencieuse un long moment. Toute la boulangerie retint son souffle. « Vous gâchez mon achat de croissants, » finit-elle par dire. Nathan cligna des yeux. « Quoi ?»
Je suis venu ici pour acheter un croissant au chocolat. C'est tout ce que je voulais. Un moment simple après une journée difficile. Et maintenant, vous êtes là à être tout. » Elle fit un geste vague. « Ceci et je n'arrive même plus à penser au croissant. » Le coin de la bouche de Nathan tressaillit. « C'est un oui ?»« C'est un j'ai besoin de réfléchir, » dit Emma. « Mais c'est aussi un je ne dis pas non. C'est un c'est trop à assimiler au milieu d'une boulangerie, avec un public qui n'a manifestement aucune limite. »« J'ai entendu ça, » protesta la dame aux cheveux violets. « Tant mieux, » répondit Emma. Nathan souriait maintenant, un vrai sourire complet qui transformait totalement son visage. « Alors, dit-il, puis-je vous appeler ?»« Vous pouvez m'appeler, » confirma Emma. « Mais maintenant, je vais acheter mon croissant et vous allez quitter cette boulangerie avant que quelqu'un ne filme ça et ne le mette sur Internet. » Nathan hocha la tête. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. « Emma ?»« Oui ?»« Merci de ne pas avoir dit non. » Et il partit. La boulangerie explosa de commentaires. « C'était la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Tu aurais dû dire oui tout de suite. » Qui était cet homme? « Ma puce, tu sais qu'il est riche, n'est-ce pas? J'avais vu la montre. » Emma ignora tout le monde. Elle alla au comptoir, commanda son croissant au chocolat, et seulement quand elle fut dehors, seule sur le trottoir, elle s'autorisa à sourire. Elle n'avait pas dit oui, mais elle n'avait pas dit non non plus. Et pour l'instant, c'était suffisant. Quelques mois passèrent. Le conseil vota à 3 contre 2, en faveur de Nathan. Ce ne fut pas unanime. Ce ne fut pas facile, mais ce fut suffisant. Il resta PDG des hôtels Harrington, désormais avec un plan de restructuration éthique qui incluait, entre autres, la reconnaissance officielle de Luca comme héritier. La presse s'en donna à cœur joie. Comme prévu, le PDG milliardaire reconnaît son demi-frère secret. Le scandale devient une histoire de rédemption. Harrington, l'homme qui a choisi la famille plutôt que l'héritage. Luca, à la surprise générale, géra sa soudaine célébrité avec le même humour piquant que toujours. Quand un reporter lui demanda ce qu'il ressentait en étant l'héritier d'une fortune d'1 milliard de dollars, il répondit « Honnêtement, je suis toujours en train de digérer. Redemandez-moi dans environ 20 ans. » Diane refusa l'argent proposé. Dit qu'elle avait vécu 55 ans sans cela et n'allait pas changer maintenant. Mais elle accepta une donation anonyme pour l'hôpital où elle travaillait, assez pour construire une nouvelle aile pédiatrique. Et Victoria surprit tout le monde. Elle se présenta au bureau de Nathan un mardi d'octobre, 3 mois après le vote du conseil. Elle était différente, moins rigide, moins impeccable. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Nathan n'avait jamais vu auparavant. « Je suis venue m'excuser, dit-elle. » Nathan manqua de lâcher son café. « Quoi? Pas pour tout. » Victoria s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Je pense toujours que tu as été imprudent, que tu aurais pu gérer cela avec plus de discrétion, mais... » Elle hésita. « J'ai prétendu ne pas voir pendant trop longtemps. Ton père, les mensonges, Lucas. Je savais. Peut-être pas les détails, mais je savais que quelque chose n'allait pas et j'ai choisi de l'ignorer. » Nathan resta silencieux. « Cela ne me rend pas innocente, » continua Victoria. « Cela me rend complice. Et je... » Sa voix vacilla légèrement. « Et je ne veux plus être ce genre de personne. » L'excuse n'était pas parfaite. Victoria était toujours Victoria. Elle avait toujours trop d'opinions et trop peu d'empathie. Mais c'était un début. Nathan accepta. Non pas pour elle, découvrit-il, mais pour lui-même. Le premier Noël avec la famille élargie fut exactement aussi inconfortable que tout le monde s'y attendait. Lucas fit des blagues que personne ne comprit. Victoria passa la moitié du dîner dans un silence gêné. Diane apporta une tarte aux pommes légèrement brûlée sur les bords. Nathan ne savait pas où s'asseoir. Et Emma? Emma arriva en retard parce que Napoléon s'était échappé pour la 3e fois de la semaine et elle avait passé 40 minutes à le chercher dans l'immeuble. Et il était dans l'appartement de Martha, dit-elle en entrant dans la salle à manger, les cheveux en bataille et les joues rouges de froid. Il dormait sur la nouvelle télé, celle qu'il a renversée la dernière fois. C'est comme s'il laissait un message. Lucas fut le premier à rire. Puis Diane, puis contre toute attente, Victoria. Et Nathan regarda Emma, maladroite, en retard, parlant trop du chat comme toujours, et réalisa que c'était le moment le plus réel que sa famille ait eu en des décennies. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et le réel était plus que ce qu'il n'avait jamais espéré. Le projet pilote d'hôtel-boutique fut en fait l'idée de Grace. « Vous avez besoin de quelque chose de positif pour la presse, »
dit-elle lors d'une réunion stratégique, quelque chose qui montre que les hôtels Harrington changent, investissent dans des communautés plus petites, qu'humanisent la marque. Nathan pensa immédiatement à Emma, un petit endroit chaleureux avec des petits déjeuners faits maison et des chats dans le jardin. « J'ai quelqu'un, dit-il, quelqu'un qui sait exactement ce dont ce projet a besoin. » C'est ainsi qu'Emma Sullivan, ancienne femme de chambre au Sterling Grand Hotel, devint directrice de l'hospitalité pour le nouveau programme d'hôtel-boutique des hôtels Harrington. « C'est, dit Emma quand Nathan lui annonça, « vous me donnez un travail parce que nous sommes ensemble. » « Je vous donne un travail parce que vous êtes la personne la plus qualifiée que je connaisse, » répondit Nathan. « Vous avez étudié la gestion hôtelière. Vous avez un plan d'affaires complet dans votre tête. Vous connaissez le menu du petit déjeuner pour chaque jour de la semaine. Le bacon le dimanche n'est pas un plan d'affaires. C'est la fondation de l'un d'eux. » Emma resta silencieuse un moment. « Vous pensez vraiment que je peux faire ça ?»« Je pense, dit Nathan, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, y compris tomber sur des surfaces planes de manière statistiquement improbable. » Emma rit et accepta. Napoléon eut une sœur le mois suivant, une chatte noire nommée Joséphine, trouvée abandonnée près de l'hôtel. Emma dit que c'était le karma. Nathan dit que c'était une erreur. Martha, la voisine, dit que c'était l'apocalypse. « Deux !» s'exclama-t-elle en voyant Emma porter la nouvelle chatte dans le couloir. « Maintenant, ils sont deux. » Techniquement, Joséphine est beaucoup plus calme que Napoléon, essaya Emma. « C'est ce que tu dis maintenant. Attends qu'elle découvre où se trouve ma fenêtre. » Napoléon, à la surprise de tous, accepta Joséphine immédiatement. Les deux devinrent inséparables, dormant l'un contre l'autre, partageant les invasions de l'appartement de Martha, régnant ensemble sur le petit empire de 2 pièces qu'Emma appelait sa maison. « Ils sont pareils, » dit Emma un soir, regardant les 2 chats dormir sur le canapé. « Impérialistes, aucun sens des limites, absolument convaincus que le monde tourne autour d'eux. »« Ça me rappelle quelqu'un, » commenta Nathan. « Tais-toi » rit-elle, et Emma réalisa à ce moment-là que le son de son rire, vrai, libre, sans réserve, était quelque chose qu'elle ne se lasserait jamais d'entendre. Le couloir du 10e étage semblait différent maintenant. Emma se tenait devant la porte Ensil 12, exactement là où elle était tombée des mois auparavant. Nathan était à côté d'elle. « C'est ici que tu es tombée par terre, » dit-il. « C'est ici que tu as presque souri, » répondit-elle. Ils restèrent en silence un moment, fixant la porte fermée. « On dirait que c'était il y a une éternité, » dit Emma. « C'était il y a 8 mois. »« 8 mois, 3 semaines et 2 jours, » corrigea Emma. « Je suis douée avec les chiffres. » Nathan la regarda. « Tu as compté. »« Je compte tout. »« C'est un problème. Tu le sais déjà. » Le coin de sa bouche se leva, ce presque sourire qu'elle connaissait si bien. Sauf que ce n'était plus un presque sourire. Cela s'était transformé en quelque chose de complet, quelque chose de réel. Nathan Harrington avait appris à sourire à nouveau. Et Emma aimait à penser qu'elle y était pour quelque chose. « Tu sais, » dit Nathan, « tu as oublié un titre sur ta carte de visite. » Emma fronça les sourcils. « Quel titre ?»« Spécialiste en procédure de maintenance préventive pour chariot d'entretien. » Emma rit. Un vrai rire qui résonna dans le couloir vide. « Tu as gardé ça pendant 8 mois ?»« 8 mois, 3 semaines et 2 jours, » répondit Nathan. « Je suis aussi doué avec les chiffres. » Ils restèrent dans le couloir à se sourire comme des amoureux. Et Emma réalisa à ce moment-là que peu importait le nombre de scandales, de crises ou de chats impérialistes apparaissant en chemin. Elle avait trouvé sa place. Ce n'était pas encore une auberge à la campagne. Ce n'était pas exactement le rêve qu'elle avait planifié. C'était mieux, c'était réel. C'était le sien, et c'était le sien, et c'était le leur ensemble. Et pour l'instant, pour toujours, c'était plus que suffisant. Le véritable amour ne naît pas de la richesse ou de l'apparence, mais du courage de faire ce qui est juste. Car seule une personne ayant le caractère nécessaire pour affronter sa propre vérité peut construire quelque chose de réel avec une autre personne. Si vous avez ressenti cela aussi, laissez en commentaire la note que vous donneriez. Et si vous croyez que tout le monde a besoin de quelqu'un qui aime non pas ce que vous avez, mais qui vous choisissez d'être, abonnez-vous à notre chaîne.
个。下 A 的。叫小白可以顺来拿，假如他要来拿的话，先拿，因为他的人不可能那么快。有点还蛮好喝。然后我们可以卖。哎，你好。你好，我们只要下载我们的那个定位 app 就可以那个送野餐垫，或是送那个袋子，或是得到一杯酒这样。好。对对对，这样一需要。好，那我就先下载。我们就是扫描立即下载。帮我注册成为他们叫谁的？我们下载 APP， 然后注册的话就可以帮你然后那个是一个那个定位 app， 就是可以跟朋友还有家人定位，然后他们是分开不同的群，所以他们其实互相看不到，这样，然后里面有直接有聊天可以在里面就是传私讯这样。这边也可以，这边也可以扫。那你等下就可以看一下会就是。那我先放这，你要的话叫我。不要再叫。喂，大哥。冷藏。对。它大概多久到？我要先带一次冰箱。小北冰箱好。大哥也是给你，现在放的冰箱是小北冰箱，上鲜冷冻。冷冻吗？你想冷冻？有遇到什么问题吗？没有，网速比较慢。OK， 好，没关系，慢来。我下礼拜如果是找你的话，你不会。好，那我这边来。这种不答案。我有跟小白说可以。对，自由入场，这边自由入场没有错。他开台了。看到在这里。可以啊。我们可以陆续拿的吗？可以的。因为我11点半开始。你就签你有的。我的。
然后我在这里，就是原本是9个，外盘。这样就好了吗？帮我看完教学，谢谢。教学在哪里？这样就可以了，谢谢。谢谢，你等下就可以现场直接说。好，谢谢，拜拜。标题是谁？不认识啊，就真的不认识你。对，免费的也当对。对啊，不认识的，对，不认识才好玩，就是不认识才好玩。真的没，不会吧？对，陌生人眼山。我现在想到用物理降热。前面那个停车场那边有水嘛，直接洒上去，水直接泼在手机上面。我们只有到。跟上次的登山一样，不一样。我去把我手机拿去，洒一些水上去。上次登山很慢，没有联络。这个。不知道这样降温会不会比较快？我不知道。树荫先睡。我不知道立山怎么分配但是。一样太热了，一直在那个太热了，受不了了。